Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors le pape François qui est décédé, ça en a pris plusieurs par surprise parce qu'hier, en fait, on l'avait vu pas en santé, on sent faible, mais quand même plus actif, une espèce de bain de foule dans la pape mobile, rencontre avec J.D. Vance. Donc c'est le plus actif qu'on l'avait vu là, dans les dernières semaines et ce matin, on apprend son décès. Peut-être fut-il le premier surpris ce matin quand il ne s'est pas réveillé. D'autres diront, langue méchante, qu'il ne s'est pas remis de sa rencontre avec le vice-président américain hier. On a déjà quelques auditeurs qui ont lancé cette hypothèse et qui nous ont écrit pour nous suggérer ça. Donc un récemment converti dans le cas de Monsieur Vance, ça avait été évidemment très court et circonspect, mais c'était probablement aussi proportionnel à l'état de santé du pape. Hier, certains spéculaient justement sur le fait que ça avait duré quelques minutes à peine, qu'il s'était pas exprimé, mais je pense qu'encore une fois, c'est probablement lié à la condition très fragile du pape, parce qu'il avait jamais renoncé à maintenir ouverts tous les canaux de communication avec tout le monde. C'est un peu le propre de ce pape, de garder la communication ouverte, de ne pas diaboliser ses interlocuteurs. Je pense pas qu'il l'ait jamais fait avec J.D. Vance, mais on sait qu'il y avait de sérieuses réserves sur l'approche de l'administration américaine, particulièrement en matière d'immigration. Faut quand même se souvenir qu'au moment de son avènement en 2013, le futur pape François avait employé un mot qui avait apparemment beaucoup retenti dans les réunions préparatoires au conclave. Il parlait de ces gens qui vivaient à la périphérie. Périphérie qui était apparemment donc ce mot qui a fait basculer en sa faveur les électeurs au conclave et qui avait choisi de marquer une différence assez radicale avec son prédécesseur, le cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, allemand. François est argentin. Déjà là, il y a probablement culturellement un contraste, mais aussi en tout deux personnages radicalement différents. Le mea culpa de l'Église sur les sévices sexuels commence véritablement avec François, là où justement Ratzinger avait du bout des lèvres et avec beaucoup d'hésitation choisi de faire un exercice d'autocritique. On rentre au cours des prochains jours dans un cycle où on va désigner justement un nouveau pape. Il y a plusieurs candidats, comme toujours d'ailleurs, des papabili, ceux qui sont apparemment les favorables, mais un conclave, c'est un exercice où tout est possible. On savait que François était possiblement désignable comme pape, mais c'était certainement pas le favori. D'abord, il y aura le deuil, 9 jours qui s'amorce à Rome. Il doit être inhumé. Dans 4 à 6 jours, c'est le protocole. Faut voir que le Camerlingue qui a constaté le décès ce matin, probablement autour de 7h30 quelques, c'est à 7h35 qu'on dit qu'il est mort, a eu pour première responsabilité de sceller les appartements du pape. Il y a tout un protocole. On doit lui enlever la bague qu'il porte, la détruire ou la rayer, dit-on. Et dans ce protocole, il y a à l'horizon aussi, et c'est important, un conclave qui aura lieu dans 15 à 20 jours. Après la mort du pape, ça nous mène donc dans un scénario optimal autour du 6 mai, mais il y aura ces rencontres de congrégation avant où tous les candidats se font valoir, présentent d'une certaine façon, parce que c'est une élection, leur programme électoral. Est-ce qu'on va s'inscrire dans la foulée de ce que laisse derrière lui François, où il y aura d'autres candidats, peut-être plus conservateurs, qui voudront faire valoir une autre manière de faire les choses, particulièrement les Italiens. Il y a là évidemment un cercle politique fort chez les candidats italiens susceptibles d'être élevés au plus haut rang de l'Église catholique. Il y avait une série de papes qui étaient toujours italiens, et là on a eu un Polonais, un Allemand, un Argentin. Là. Est-ce qu'on voudra revenir à un Italien? Mais évidemment, comme je le disais, c'est insondable. C'est comme le mystère de la foi. Dans le meilleur des cas, donc, ça commence le 6 mai prochain, ce conclave. Pour ceux qui cherchent à mieux comprendre, il y a le roman de Robert Harris, Conclave, qui a fait un film qui est sorti il y a quelques mois, qui a eu un vrai succès. Je le suggère parce que si on veut comprendre comment ça se passe un peu, du moment où le pape meurt jusqu'à ce qu'on désigne son successeur, c'est probablement, tout en étant intéressant, même passionnant, le meilleur moyen de se familiariser avec ce rituel très important. Après 12 ans, dans le cas de François, il avait été élevé, je pense, le 13 mars 2013.
2013. 13 mars 2013. La fonction, exactement. Et quand même, quel incroyable, je dirais, pas choix, parce qu'il est innocent devant le jour où il est mort. Mais au lendemain de la résurrection, le pape qui meurt le lundi saint, c'est assez incroyable, alors qu'on pensait, comme tu le disais, qu'il était justement en train de regravir les marches et qu'il aurait peut-être été encore là pour quelque temps. Donc, et tu disais qu'il était pas tu disais qu'il était pas le favori, mais il était à peine dans les favoris. Moi, je me souviens quand même, quand il avait été choisi, c'était une grosse surprise, là. Tu sais, les gens essayaient de chercher dans les biographies, le CV, OK, c'est qui celui-là? Et il arrivait, puis tout le style, c'était quand même un gros choc dans l'église, c'est tout le style qu'il amenait, puis représentant des pauvres, puis je racontais ça plutôt, moi, un souvenir, là, tu sais, de l'importance qu'il avait mis à aller régler sa petite chambre, parce que lui, il restait pas dans les hôtels chics. Quand il allait aux rencontres, là, tu sais, des cardinaux, il y avait une madame, là, qui louait une petite chambre, et là, lui, puis la dernière facture, il était allé pour le conclave, puis il restait une petite facture à payer, puis il était élu pape, puis il est sauté dans sa Fiat pour aller régler la facture. Puis après ça, au Vatican, on lui a expliqué, mais là, ça peut plus être ça. Là, pour le pape, il y a une notion de sécurité, mais tu sais, toutes ces légendes-là ont construit le personnage aussi, je pense. Là. Et évidemment, et ce sont des légendes qui sont en rupture par rapport à son prédécesseur, qui était tout sauf ça, et qui, lui, se déplaçait pas en Fiat et n'allait pas dans des hôtels modestes. C'est probablement une des raisons de son succès, et je reviens à l'expression clé, périphérie, faire en sorte que les petits gens, les plus pauvres, et la marge de ce qui était la périphérie habituelle de l'Église, a commencé par les communautés homosexuelles, je dis communautés, les homosexuels, les gens qui se sont divorcés au sein de l'Église et qui étaient souvent regardés avec une certaine distance. Et c'est aussi vrai pour l'ensemble des zones de conflit où le pape François refusait de prendre fait et cause pour une partie plutôt qu'une autre. On lui a beaucoup reproché, par exemple, de pas avoir accusé, accablé les Russes, mais il voulait maintenir la communication, comme je le disais dès le départ. C'est vrai aussi dans le conflit israélo-palestinien, où il a évidemment vertement condamné l'attaque du 7 octobre, mais a toujours manifesté beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, communiquait de l'hôpital avec la paroisse, il y en a une, je pense à Gaza, catholique, et voulait être informé quasiment en temps réel de ce qui se passait. C'est donc dire ce qui était jusqu'à la toute fin l'objet des préoccupations de ce pape, effectivement un peu différent, un peu hors gabarit, qui s'était construit et dans sa pratique, mais aussi dans sa mythologie, en Argentine, chez lui, où déjà on disait que c'était l'homme des petites gens. Ouais. Bon, Donald Trump qui espérait toujours une solution négociée là, cette semaine entre l'Ukraine et la Russie. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais est-ce que cette semaine-ci pourrait être déterminante? D'un pape à l'autre. Oui. Ben en fait, j'allais dire tout à l'heure, quand on était dans notre conversation, la bonne nouvelle, c'est peut-être que pour les prochains 15 ou 20 jours, on pourra parler d'autre chose que de Donald Trump, puisque on va suivre avec attention ce qui se passe à Rome. Il y a toujours beaucoup de curiosité, ne serait-ce que parce que culturellement, chez nous, évidemment, c'est un héritage que nous connaissons bien. Mais de retour donc à la politique plus habituelle. Je sais pas si tu as vu ça hier passé, donc sur Truth Social, il disait espérer que les belligérants ukrainiens et russes puissent cette semaine s'entendre, négocier quelque chose. Alors, il présume pas de son ambition, ou il ne décrit pas son ambition, parce que ça serait l'entente de paix structurée totale ou quelque chose qui ressemblerait à un vrai cessez-le-feu, parce que celui qui avait été annoncé il y a un mois a été absolument pas respecté. La trêve pascale qu'avait annoncé de façon unilatérale Vladimir Poutine vendredi a pas plus fonctionné. On parle de 2000 agressions de part et d'autre, incidents violents. Donc, on est très, très loin d'une trêve pascale. Mais là, Donald Trump, hier, qui dit « espérer qu'il y ait cette semaine un règlement ». Alors, je te dis comment je vois ou je lis ça. D'abord, Vladimir Poutine qui a suggéré cette trêve pascale vendredi. Je pense que c'est une réponse directe à ce qui s'est passé jeudi ici à Paris, à l'Élysée, quand les Américains et les Français se sont entourés aussi des Britanniques, des Allemands et des Ukrainiens, ce qui était une surprise. Et pour les Russes, une vraie surprise, sinon une espèce de
consternation, comme si la communication entre les Européens et les États-Unis n'était pas coupée. C'était un peu le pari. Il y avait un divorce, et particulièrement au sein de l'Alliance Atlantique, qu'il y avait une espèce de divorce où les Américains disaient « arrangez-vous avec vos troubles ». Or, les Européens étaient autour de la table. Macron, le président français, qui disait « c'est formidable, nous sommes au centre du jeu ». Lui prétendait que c'était le travail acharné de la France depuis quelques mois. C'est possible. Je pense que c'est surtout les Américains qui étaient prêts à faire revenir les Européens autour de la table pour faire pression sur les Russes. Et ça a apparemment fonctionné puisque Poutine a fait cette espèce de geste de bonne volonté, probablement bidon, mais pour dire non, il faut qu'on trouve un moyen parce que les Russes, même s'ils sont en position de force, vont éventuellement manquer de souffle. Puis si la rampe de négociation qui était offerte par la bonne volonté très apparente de l'administration de M. Trump est loupée, c'est peut-être un rendez-vous opportun aussi pour les Russes qui sera manqué. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'il fait? Ou hier, qu'est-ce qu'il fait le président? Il dit il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que j'ai espoir. Espoir, après que son secrétaire d'État, vendredi, ait dit si justement il se passe rien, nous on va se retirer. C'est plus notre guerre. D'ailleurs, il dit toujours c'est la guerre de Biden. Et là, qu'est-ce qu'il dit dans sa communication? Russes et Ukrainiens devraient s'entendre, j'ai espoir. Comme si ils avaient déjà passé aux profits et pertes du côté américain la solution qu'il avait annoncée, qu'il avait promise même. Et là, c'est j'ai un espoir. Mais ça me donne à penser que d'abord, il fait pression sur les Russes, même si c'est pas une pression intense, mais il n'y a pas tant de moyens que ça. Mais surtout, il prépare sa sortie s'il découvre que c'est impossible de réussir quelque chose. La vraie et la seule question, c'est est-ce que les Américains vont, devant l'échec, continuer cette normalisation avec Moscou. Parce qu'au départ, on tend la main à Vladimir Poutine et à la Russie sous prétexte de négocier une entente de paix entre l'Ukraine et la Russie. Mais est-ce que les Américains pourraient dire, on n'est pas capable de réussir à imposer la paix, mais par ailleurs, notre meilleur intérêt à nous, c'est d'avoir de très bonnes relations avec Moscou parce qu'il y a du business à faire. Si c'était le cas, je peux t'assurer qu'en Europe, il y aurait un sérieux décrochage. Ça va être à surveiller. Donc, d'autres journées sensibles. Mais en tout cas, si cette guerre-là, puis je parle même pas d'une paix durable, mais si cette guerre-là est finie, ne serait-ce que par un cessez-le-feu temporaire vendredi, je vais être agréablement surpris. Je vais le dire comme ça parce que je le sens pas à ce point-ci. Mais bon, des fois, on sait jamais. Je le sens pas non plus. Des fois, on sait jamais. Les choses peuvent derrière des rideaux, des choses peuvent être plus avancées que ce qu'on sait. Il sait peut-être quelque chose. Et c'est ce qu'on présume, le président des États-Unis doit être bien renseigné. Il sait peut-être quelque chose qu'on ne sait pas, qui lui permettait hier d'avoir de l'espoir. Mais compte tenu de ce qu'on sait depuis quelques semaines, moi, j'y crois pas tellement. Mais c'est une vertu théologale, l'espoir. Donc, dans l'esprit de la disparition du pape, peut-être faut-il espérer. Stéphane, merci. À demain.